Quelle est votre réaction vis-à-vis de ce qu'on a dit ce matin, vis-à-vis des vidéos et vis-à-vis des documents qui ont été distribués avant la séance sur le comité scientifique, mais aussi sur les éléments de diagnostic présentés? Rôle du CS, donc rôle du comité scientifique. Alors la difficulté de nos associations, en fait, c'est canaliser le multidisciplinaire. C'est-à-dire que canaliser du multidisciplinaire, c'est très bien de faire du multidisciplinaire, mais c'est beaucoup plus difficile de dégager une ligne de conduite, ou une ligne claire dans ce que fait l'association. En fait, hein. Quel est en fait l'ADN de l'association? Je pense que la FPCN et la SHM, dans un sens, ont un peu la même difficulté. C'est quand on fait du multidisciplinaire, comment montrer vraiment quel est notre ADN. Alors, j'ai vu que vous aviez des groupes de travail, alors je vais peut-être m'immiscer dans des choses qui ne me regardent pas, mais comme on a la même problématique, je peux le dire. Donc, quand vous avez des groupes de travail, vous avez deux choix. Soit vous laissez foisonner les groupes de travail dans tous les sens, ce qui est bien parce que ça laisse en fait la place à l'initiative, soit vous essayez de mettre un minimum de contrôle. Contrôle voulant dire un contrôle intelligent, bien sûr, suivant les lignes définies par le conseil scientifique. Donc je pense que là, le conseil scientifique a un véritable rôle d'orientation et de lisibilité et visibilité. Quelle est la ligne de conduite scientifique et technique de la FPCN? Quels sont les enjeux dans les risques, par exemple, hein, et quels sont les acteurs qui ne se mettent pas ensemble actuellement et qui devraient se mettre ensemble pour faire progresser la connaissance? Donc là, je pense que c'est un rôle que le CS devrait remplir. Hein. Ensuite, on a fait le constat avec nos collègues, là, mais ils parleront mieux de ça de moi, c'est que donc, quand je préparais cette réunion, je discutais avec les collègues grenoblois. Bon, à Grenoble, vous savez, je ne sais pas, on est encore vivant, mais il y a plein de risques à Grenoble entre les inondations, les éboulements, les glissements de terrain, les avalanches et les séismes. Enfin, bon, donc en fait, on a une culture du risque à Grenoble, et donc moi j'ai regardé assez en détail une initiative dont on va mentionner tout à l'heure qui s'appelle RISC, 15 laboratoires sans chercheurs, ça a été évoqué. Moi j'ai l'impression au niveau national et international qu'il y a une sorte de foisonnement. Est-ce que la FPCN peut jouer un rôle de fondateur ou au moins de mise en cohérence ou de meilleure connaissance de la cartographie de ce qui se fait au niveau des risques en France ou même à l'international? C'est une question que je pose, c'est une question complètement ouverte, mais je pense que nos associations, que ce soit la SHF ou la FPCN, peuvent servir de point d'entrée en fait, hein, de guichet je dirais. Imaginez que par exemple un groupe dit tiens les risques m'intéressent, je pourrais, monter un projet c'est compliqué, c'est multi-acteurs et tout, vous ne connaissez pas forcément bien le terrain. Comment donc, je pense que des organismes comme nos associations pourraient servir de mise en contact et de cartographie. Donc le rôle du conseil scientifique à ce niveau-là est très important. Je vais finir là, désolé pour mes échos. En fait, on a une convention avec la FPCN qui existe, qui ne vit pas. Donc, mon message pour finir, c'est bien sûr, moi je suis fortement demandeur de la faire vivre. Et j'ai découvert aujourd'hui, j'ai bien fait de venir, de braver la grève. D'ailleurs, je m'excuse, il faudrait que je parte assez tôt. Je suis content parce que je vois qu'on a plein de points d'accroche et qu'on doit travailler davantage ensemble. Bon, première chose là, sur les éléments de diagnostic, bien sûr pas reprendre tous les éléments un par un, mais ce qui me semble intéressant, important à signaler, c'est que pour moi la place, l'intérêt d'une structure comme la FPCN est aujourd'hui complètement indiscutable dans le paysage, y compris quand on le regarde depuis l'aspect scientifique. La force, l'originalité de la FPCN, très certainement, c'est son tour de table qui couvre l'ensemble des acteurs et des parties intéressées, comme on commence à dire de plus en plus, sur la problématique du risque et des catastrophes. Si par hasard, elle était peut-être même un peu en avance sur son temps de ce point de vue-là, parce qu'il y a 15 ans de ça, un peu plus de 15 ans de ça à sa naissance, je pense que les attentes qui nous étaient signifiées à nous, sphère scientifique, de nous attaquer aux enjeux de société, étaient probablement pas encore aussi fortes ou en tout cas pas aussi explicites, au moins qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, une petite note optimiste, je pense que les différents échelons de la recherche, qu'on parte du chercheur à la paillasse ou des institutions, ces différents échelons
quand même, je pense, de plus en plus conscience de cette nécessité, la nécessité de ce genre de recherche plus intégratrice, plus interdisciplinaire, et plus en prise avec ces parties prenantes intéressées. Bon, quelquefois, c'est peut-être pour des raisons un petit peu bassement matérielles, mais pas que, je pense. Alors, à l'inverse, une faiblesse de la FPCN, c'est sans doute que les chercheurs, et même ceux qui connaissent l'existence de la FPCN, ce qui n'est sans doute pas systématique, ne savent pas vraiment comment la solliciter. Et donc là, on retrouve évidemment cette question de mise en visibilité que le diagnostic pointe très très clairement. Et si on poursuit dans ce raisonnement, de toute façon, la FPCN aurait aujourd'hui certainement pas les ressources pour répondre à toutes les sollicitations qui pourraient lui arriver. Alors ça pointe la question des ressources humaines notamment, qui a aussi été pointée dans le diagnostic. Le statut d'association qui repose sur des bénévoles, avec un sens de l'engagement bénévole qui n'est pas le même que quand on est dans des associations de loisirs, bien évidemment. Mais ça pointe aussi, très certainement, au-delà de cette question de ressources, la nécessité pointée également dans le diagnostic de définir et à nouveau de mettre en visibilité des orientations prioritaires qui seraient visibles par la communauté, qui pourrait plus facilement s'y retrouver. Avant de passer à des réflexions sur le conseil scientifique, une petite réflexion générale sur la question des risques vis-à-vis de la recherche. Et ce point, c'est que la question du risque, personne ne l'ignore dans cette salle, et c'est naturel, elle est naturellement très transversale à la plupart des enjeux de société sur lesquels précisément la recherche est aujourd'hui appelée à se mobiliser. Bon, pour s'en convaincre, on n'a qu'à lire les plans d'action de l'ANR, les programmes européens H2020, et même si ce n'est pas exactement un cadre programmatique pour la recherche encore, les objectifs de développement durable des Nations Unies ne contiennent pas un objectif spécifiquement dédié au risque. Alors ça, c'est bien quelque part d'être représenté dans tous ces enjeux, mais ça a un gros inconvénient, c'est que ça dilue quand même un petit peu la question. Et de notre point de vue, un enjeu collectif serait, enfin pour la sphère scientifique, c'est de ça qu'on parle, serait aussi peut-être de remettre en visibilité à nouveau la question du risque et des catastrophes, et sans doute que la FPCN, et notamment au travers de son comité scientifique, pourrait y aider si on s'y met tous. Alors j'en arrive au CS. Le CS de la FPCN, d'expérience pour en avoir connu d'autres un peu dans cette situation, il n'a pas une position très facile parce qu'il n'a rien à distribuer. Contrairement à des CS dans lesquels on est tous plus ou moins actifs à d'autres moments, on n'a rien à distribuer, que ce soit directement ou indirectement. Donc ça impose, le diagnostic a été dressé aussi je crois, ça impose de se questionner très précisément sur les missions et le positionnement du conseil scientifique. Pas de réponse miracle à faire. En termes de positionnement, une première question, c'est quelle place de ce comité scientifique par rapport aux équipes de recherche dans les organismes où se fait la recherche. Je pense que là, il y a quelque chose à clarifier de ce point de vue-là. Et on retrouve une question de visibilité à mon sens, c'est-à-dire qu'améliorer la mise en visibilité de ces productions qui finalement sont nombreuses, mais sans doute insuffisamment connues, améliorer leur mise en débat, idéalement, ça serait encore mieux, au moyen de, alors je l'appelle sa plateforme, c'est en outils collaboratifs. Ça apportera sans doute une vraie plus-value. Un deuxième point relatif au positionnement qu'il me faut obligatoirement mentionner, c'est le positionnement du conseil scientifique de la FPCN par rapport à d'autres, j'appelle ça des assemblées de scientifiques, comme par exemple des conseils scientifiques qui existent au ministère de l'écologie, au CGDD, la direction de la recherche et de l'innovation, sur des programmes qui s'appellent des choses comme risque, décision, territoire, c'est le même objet, ou le groupe thématique qu'on évoquait tout à l'heure, le groupe thématique d'Allenvie de l'Alliance des organismes qui travaillent sur les questions environnementales. Et là, c'est clair que, pas seulement le CS de la FPCN, la responsabilité partagée, on doit y travailler à ce niveau aussi. On gagnerait énormément à mieux articuler nos activités dans ces différentes assemblées, d'autant plus qu'on est quelques-uns, y compris dans la salle, à faire partie de plusieurs de ces groupes. Alors on ne vise pas forcément les mêmes objectifs, à l'envie plutôt programmatique pour la recherche, à FPCN, on parlait ce matin, c'est quand même un petit peu différent, mais si on s'appuyait sur les mêmes synthèses, sur les mêmes réflexions, ça serait un gain sans doute pour tout le monde. On a commencé à travailler un peu avec Maud
pour rapprocher notre groupe thématique à l'envie du CS de la FPCN. Bon, c'est un peu en stand-by parce que le mot elle-même est un peu en stand-by en ce moment. Et puis on va continuer à travailler, à expérimenter ça dans la préparation des assises nationales des risques naturels, dont le ministère m'a demandé précisément de mettre en place le comité scientifique. Donc on est en contact avec François Gérard et les collègues du CEREMA pour ça. Bon, je vais essayer de ne pas répéter ce qui a été dit, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui sont partagées. Je pense qu'effectivement, le rôle et la justification de l'existence de la FPCN, il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Et notamment par rapport à son aspect, son rôle mobilisateur et fédérateur des acteurs du risque ou des parties prenantes ou parties intéressées. Et puis aussi de sa capacité, quelque part, même si c'est encore insuffisant, de faire dialoguer science et société, qui est un enjeu fondamental. Le chercheur, il n'est pas en dehors de la société, mais il est questionné par la société et il doit être là en appui pour donner des solutions, des méthodes qui permettent effectivement de valider un certain nombre de choses. Donc il me semble qu'effectivement, on a plus qu'intérêt à clarifier le rôle de la FPCN et aussi du conseil scientifique et de le mettre en adéquation au sein de cette fameuse pyramide. Voilà. Je pense que aussi l'un des rôles fondamentaux de la FPCN, c'est aussi créer justement un environnement complètement favorable à cette question des risques. Hein, je ne vais pas faire d'anecdote. Comment dire, où je vais essayer d'être diplomatique, c'est-à-dire qu'il nous est arrivé récemment d'être en réunion institutionnelle et de trouver qu'en face les interlocuteurs étaient absents, quoi, et que la question des risques était certes marquée sur les plans ministériels, mais on ne sentait pas du tout de dynamique. Et donc, je pense que l'un des rôles effectivement de la FPCN, c'est de créer cet environnement favorable à tous les niveaux, institutionnels et au niveau de tous les acteurs. Et de consolider en fait ce que je pourrais appeler un écosystème des risques avec l'ensemble de ces acteurs. Concernant le conseil scientifique, bien que là encore on va aussi déborder, la question des risques est aujourd'hui, même si elle n'apparaît pas de manière stricto sensu dans l'agenda global, si on fait référence aux objectifs du développement durable, bien qu'elle soit ciblée sur, en particulier, 3 de ceux-ci, notamment sur la pauvreté, avec des indicateurs qui sont réclamés sur la question des villes et des établissements humains ou du changement climatique, on ne peut pas ignorer ce cadre global, avec effectivement, y compris au niveau de Sendai, une attente très forte vis-à-vis de la science, la contribution de la science aux stratégies de réduction des risques de catastrophes et du changement climatique. Et donc pour cela aussi la FPCN est un lieu unique, même si dans certains projets on a vu il y a déjà de l'interdisciplinarité, il y a déjà des liens entre société et sciences. La FPCN doit être aussi le lieu où on rassemble ces expériences, ces expertises, où on partage les choses. Et en particulier, je me posais la question d'effectivement, on s'était déjà interrogé au moment du dernier conseil scientifique de la FPCN sur la nature de ce conseil scientifique, qui n'était pas un conseil scientifique académique classique, où effectivement on était là pour évaluer un programme scientifique. Et donc peut-être que c'est pas simplement un conseil scientifique, et dans scientifique il y a aussi quelque part une part d'exclusion de toutes les connaissances qui peuvent être générées par d'autres acteurs, et dont certains sont d'ailleurs présents au sein du conseil scientifique. Donc c'est pour moi j'ai individuellement un lieu d'échange et de production d'informations, d'idées et de connaissances interdisciplinaires. Mais là où la limite, effectivement, c'est comment on arrive à faire aussi percolation avec nos propres institutions, hein, ou les projets dans lesquels on se situe, même si on essaie au maximum de rendre visible la FPCN. Et puis la nécessité, mais ça a été dit, et je pense que tout le monde est d'accord, de s'éjoindre d'autres types de compétences. On parlait des économistes. Je m'excuse si jamais je cite certains qui sont déjà présents, mais dont j'ai oublié la présence. Sociologues, urbanistes, etc. Mais bon, voilà.
Et donc, ce que je veux dire, c'est au-delà de l'intérêt de la participation en tant qu'individu dans ce genre de structure, c'est de dépasser pour aller effectivement voir l'intérêt collectif qu'il peut y avoir derrière. Donc je vais conclure sur des suggestions, je ne veux pas dire sous forme de shooting list, qui pourraient être faites, mais très rapidement, qu'il faudrait vérifier en fonction de la validité dans cette fameuse pyramide, mais effectivement peut-être la nécessité de mettre à disposition une sorte de revue électronique trimestrielle pour faire circuler des informations un peu de manière synthétisée. C'est vrai qu'on est submergé par l'information et que on a besoin aussi de pré-mâcher pour cliquer sur le lien qui va nous emmener sur l'outil que je pense extrêmement intéressant qui est en cours de développement. De co-organisation d'événements, hein, comme des journées d'études, des journées scientifiques. C'est ce que nous on a proposé notamment au niveau du projet sur Grenoble. C'est-à-dire qu'il y a une collabellisation. On ne crée pas des choses nouvelles, mais il y a un intérêt de collaborer et de collabelliser. Et on mutualise les moyens en quelque sorte. Donc il y a ça, et ça pourrait être des publications, des conférences, etc. etc. Je demande aussi si c'est possible un peu de décentralisation. Par comment on peut organiser cette décentralisation. Donc c'est une question. Et puis effectivement, à titre d'information, Maud Deves, donc, qui est la présidente du conseil scientifique de la FPCN, est aussi membre du conseil scientifique du projet. C'est une volonté qu'on a eu effectivement de tisser déjà d'entrée de jeu le lien entre le projet qui est un projet de 3 ans et demi sur Grenoble et qui effectivement mobilise 15 laboratoires, une centaine de chercheurs, qui va beaucoup pousser sur la mise en place de doctorats en co-tutelle, donc au moins deux disciplines et des séminaires scientifiques, ainsi que l'année prochaine une summer school, donc, auquel on pourrait envisager aussi d'associer ou de labelliser à FPCN. Et puis effectivement, comme Nicolas le disait, la vocation à plus long terme d'élaborer un institut du risque. Mais on sera en cours de réflexion au cours du projet pour voir comment ça évolue. Voilà. Ensuite, j'avais quelques suggestions, mais ça que je vais garder pour l'instant pour moi, concernant des thématiques particulières. Bon, ouais, je pense que c'était au moins une. Sur lesquelles nous on travaille avec des partenaires qui sont assez importants, qui essaient notamment des risques naturels et du patrimoine culturel. Notamment, on travaille beaucoup avec l'UNESCO, le Centre du patrimoine mondial, et c'est des thématiques extrêmement importantes. Là, on a fait appel à nous, notamment pour la reconstruction des mausolées de Tombouctou, là, missionnés sur l'Irak. Des contextes assez compliqués, et y compris, c'est intéressant parce qu'on a besoin aussi d'autres types d'expertise que simplement celles dont on dispose actuellement. Voilà. Puis on travaille beaucoup sur des techniques constructives très particulières, puisque c'est ni du béton ni de l'acier. C'est un petit peu notre corps de métier, c'est-à-dire comment on arrive à faire de l'innovation frugale en quelque sorte, dans des contextes où les moyens financiers et techniques sont absents. Sur le point de vue diagnostic, moi ce que j'ai retenu, c'est que les travaux de la FPCN étaient reconnus comme étant de très bonne qualité. Je veux dire, on a mentionné le nombre d'experts qui participent au GT, et ça je pense que c'est une des grandes forces de l'association et des membres qui constituent ces GT. Alors après, j'ai noté comme mes collègues un manque de visibilité et peut-être une mauvaise perception finalement par rapport aux réelles compétences et à la réelle qualité des travaux qui sont menés. Alors c'est vrai que le site web va faciliter les choses, mais ça reste un outil, et je pense qu'il y a une problématique de mise en vitrine des productions qui sont faites, notamment dans le cadre des GT. Et je pense aussi que le rôle de l'association doit se porter sur doit être bien connecté en fait aux défis sociétaux, et notamment en matière de conseil sur les risques naturels. Et je pense qu'une des clés est de mettre en cohérence un petit peu tout ce qui se passe au niveau national. Alors ça m'amène un petit peu au rôle du CS. Pour le dire vite, on va dire que la problématique des risques naturels au niveau de la recherche est très mal représentée en France. Donc on le voit bien, nous, avec Didier, c'est un de nos problèmes du GT à l'envie, c'est que
autant dans la programmation nationale qu'européenne. Le risque étant transverse, il est partout, mais en fait il n'est nulle part. Donc on a un problème d'existence et de visibilité déjà sur la thématique. Alors, il y a un autre problème, mais qui est plutôt franco-français par rapport à ce que je vois dans d'autres pays européens, c'est qu'on a en France un empilage d'organismes, de structures qui traitent d'un même sujet, et en particulier celui des risques. Donc je peux citer les commissions du ministère qui travaillent sur la stratégie nationale de la recherche. On a cité les alliances avec Alanvie, mais aussi les pôles de compétitivité, l'IMDR et tant d'autres. Et ça favorise pas, on va dire, une mise en cohérence au niveau national du positionnement. Et je pense que c'est quelque chose dont pourrait se saisir la FPCN. Comme ça a été rappelé, c'est quand même une société savante qui regroupe à la fois des établissements de recherche, des acteurs de la recherche, traite quand même des sujets d'appui aux politiques publiques en liaison avec les ministères, et a aussi parmi ses adhérents beaucoup de sociétés privées, émanant de la sphère privée. Donc ça fait quand même 3 piliers très solides pour mettre les gens ensemble et pour essayer d'avoir des vraies tendances sur lesquelles il faut aller pour appréhender les prochaines années. Donc je pense qu'il y a un rôle dans l'influence qu'il peut y avoir pour avoir une programmation de la recherche nationale beaucoup plus cohérente et beaucoup plus en phase avec ces 3 piliers que je citais. Et ça peut être un mandat qui peut être attribué au comité scientifique. Le manque de visibilité, je pense qu'il est national, mais il est aussi européen. On a vu ce matin qu'il y a des grosses structures qui se développent, comme le DRMKC au niveau européen, qui est en train vraiment de prendre la main sur tout ce qui est risque au niveau européen, donc en termes d'organisation. Il appuie la Commission en fait sur ces sujets-là. Il fédère beaucoup de groupes, beaucoup de conférences, beaucoup de documents, et il a une assez grosse activité. Et puis au niveau international, les Nations Unies avec l'UNISDR et toutes on va dire les groupes satellites. Donc ça donne une cohérence et une force dans la politique finalement. Et ça nous manque un peu en France. Donc je crois que la FPCN comme étant un des principaux points d'entrée de la plateforme sur les risques naturels en France peut être un challenge et une ambition assez intéressante. Juste une action pour finir par rapport à la troisième question sur les propositions d'action. C'est au niveau des GT, puisque c'est une grosse activité d'association. Je pense qu'il faut qu'il pourrait être orienté vraiment sur les objectifs et les verrous que soulèvent les parties prenantes, qu'elles soient étatiques, privées ou du monde de la recherche. Mais je pense qu'il faut surtout qu'ils produisent des notes de positionnement et qu'ils travaillent d'entrée dans cette perspective-là. Il ne faut pas que ça soit uniquement un think tank qui ouvre des sujets, qui soit plutôt dans... Mais à un moment donné, il faut vraiment concrétiser et disons, produire une note de positionnement, et surtout, il faut ensuite que ces notes de positionnement soient disséminées auprès des acteurs, on va dire, de la recherche, c'est-à-dire le MESR par exemple, mais aussi les alliances ou les établissements de recherche.